Eh bien, nous voilà maintenant dans la salle de jugement de ce palais de justice. Alors, est-ce que vous pouvez nous la décrire et surtout nous expliquer quelles sont vos intentions pédagogiques derrière cette construction? En effet, nous nous retrouvons ici dans une salle d'audience, hein, bon, dans une configuration, j'allais dire, relativement classique, hein, mais complète, d'une salle d'audience, c'est-à-dire avec les différentes places réservées pour la cour, pour les membres, hein, de la formation de jugement, le président du tribunal et ses assesseurs, la place pour le représentant du ministère public, en la personne du procureur, la place du greffier, qui assure le secrétariat de la juridiction, la place à laquelle je me trouve, hein, la barre qui va permettre aux témoins et autres personnes amenées à intervenir dans le procès de s'exprimer, et puis la place pour les avocats, le public, etc. Donc on retrouve finalement une configuration de palais de justice. Bon, évidemment, ça a une part, j'allais dire, d'aspect très, très ludique ici. C'est-à-dire qu'on va en effet pouvoir inventer un scénario, on va pouvoir mettre en place des jeux de rôle, on pourra mettre en place des scènes finalement, hein, où les étudiants, les apprenants pourront chacun jouer le rôle d'une des parties au cours du procès. J'allais dire ça, ce sont des mises en scène que l'on connaît déjà dans l'enseignement. Bon, on sait que le jeu de rôle, c'est une technique de formation d'une manière générale et qu'on peut d'ordre au sein notamment des facultés de droit. Euh, mais ici, l'idée va peut-être un peu plus loin. L'idée est de se dire que lorsque l'on enseigne une matière, c'est un des reproches qu'on fait souvent aux universités, c'est de dire qu'on enseigne de manière théorique. C'est notamment le reproche qu'a pu faire, par exemple, le fameux rapport Darrois qui parlait de la création d'une future grande profession du droit et qui, sur la question de la formation des futurs professionnels du droit, a dit, eh bien, il faudrait que ces futurs professionnels du droit soient formés dans des écoles placées en dehors des facultés de droit, car les facultés de droit ne savent pas former de futurs professionnels, les accusant ainsi d'être trop théoriques. Pourtant, s'il y a bien un endroit où on va former de futurs professionnels, notamment assez souvent pour les facultés de droit, c'est celui des facultés de médecine. Qui irait consulter un médecin qui dirait, moi, je n'ai pas fait mes études dans un tel médecin. Comment pourrait-on avoir confiance dans un juriste, un avocat, un juge qui dirait, moi, je n'ai pas appris le droit dans une faculté de droit? C'est véritablement l'objet de la réponse qui a été apportée par l'école de droit de Lyon, hein, qui justement est une école de droit faite entièrement en ligne et qui répond à cet objectif de dire nous formons au sein des facultés de droit les futurs professionnels du droit, car c'est le seul lieu où ils peuvent être formés. Alors, cet objectif-là, il est plus large. Il n'est pas que de remettre en place des modalités de formation qu'on connaissait déjà sous un environnement virtuel, c'est de se dire que, en effet, avec l'environnement virtuel, on va avoir la possibilité de dire à l'étudiant, vous avez lesquels vous ne pouvez pas prétendre à être un véritable futur professionnel du droit. Mais il ne suffit pas de posséder ces connaissances, faut-il encore être capable de s'en servir. L'université, la faculté vous a donné les outils, vous avez la caisse à outils bien pleine. Maintenant, il va falloir être capable sur le chantier de faire la construction. Et on le voit, notre étudiant sait parfaitement ce que c'est qu'une assignation. Sera-t-il capable, dans ce palais de justice, de trouver l'endroit, le bon endroit où aller déposer son assignation? On avait d'ores et déjà, il y a quelques années, développé des serious games, hein, en matière de procédure, et en particulier un simulateur de procédure qui était d'un format très simple. C'était un jeu sous une technologie bon, peut-être un peu ancienne aujourd'hui, mais qui fonctionnait très bien, et qui faisait dérouler un calendrier. L'idée était avant tout de voir que l'étudiant prenne conscience que, certes, on connaît des actes de procédure, mais que dans la réalité, il y a le temps qui passe, il y a des délais à respecter. Tout cela sont des éléments qu'on apprend de manière théorique, mais qui prennent une mesure très différente dans la pratique. Et avec les mondes virtuels,
nous avons à notre disposition quand même un outil de simulation de la réalité extrêmement performant et qui est aussi peut-être plus facile à utiliser que de faire grandeur réelle, car il n'est pas facile de placer tous nos étudiants dans des cabinets d'avocats et des juridictions pour faire des stages et d'autres mises en situation. Voilà qui est fort intéressant. Alors, la comparaison avec la médecine a toute sa place puisque les universités de médecine investissent de façon forte les mondes virtuels, soit pour l'odontologie, soit pour la médecine légale, pour la médecine d'urgence. Alors revenons au scénario. On peut imaginer que vos scénarios vont utiliser toutes les dimensions des mondes virtuels, à savoir créer des gestes professionnels, recréer les costumes. Est-ce que vous avez réfléchi à cette dimension du scénario? Puis ma dernière question, ce sera, comment envisagez-vous le tutorat dans ce qu'on pourrait appeler des serious games immersifs? L'idée en effet de scénario met en évidence que au-delà de la connaissance, il y a le comportement qui est important. Euh, il ne suffit pas d'avoir des connaissances poussées en droit pour être un bon juriste. Sans aller jusqu'à la caricature de l'avocat qui ferait systématiquement des effets de manche au cours de plaidoirie. On a d'ailleurs d'autres types de simulations qui peuvent être intéressants que le procès lui-même. Prenons l'exemple de la médiation ou de la conciliation. Il s'agit de techniques de résolution des litiges qui sont extrêmement importantes et les gens qui pratiquent la médiation, par exemple, sont très intéressés à voir comment est-ce qu'on pourrait modéliser. On est au-delà de la simulation. Là, on passe à la modélisation, c'est-à-dire qu'on va chercher à recréer une situation, à la jouer sous toutes ses phases possibles, à la rejouer autant de fois que c'est nécessaire éventuellement, pour en tirer quelque chose qui vous tient à cœur. C'est la question d'invariant. L'invariant pédagogique que vous dégagez quand on travaille dans les mondes virtuels, on va pouvoir aussi travailler sur des invariants dans les différentes stimulations, d'invariants de réaction, par exemple, des acteurs. Et là encore, la comparaison avec la médecine pourrait être ici intéressante. Donc, véritablement, voilà le type de scénario variant. Il va falloir analyser les scènes, analyser les situations. Et là, le tutorat a toute sa place. Il est, comme dans toute formation à distance, de toute façon indispensable. La qualité d'une formation à distance, ce n'est pas tant les matériaux qu'on va y mettre, parce que de très bons matériaux pédagogiques aujourd'hui, on en trouve un peu partout. Nous avons plein de collègues qui écrivent d'excellents ouvrages, d'excellents articles. Il y a aujourd'hui sur Internet une foultitude de sources d'informations pour nos étudiants qui sont de qualité. Ce qui va faire la différence, c'est un tutorat bien fait, un tutorat de qualité, bien assuré. Eh bien, dans le monde virtuel, il me semble que le tutorat est peut-être encore plus facile à mener d'une certaine manière, parce que on va voir l'étudiant agir en direct. Quand vous êtes sur une plateforme pédagogique, bon, l'étudiant, vous allez constater de manière asynchrone, vous allez constater a posteriori que l'étudiant a lu ou n'a pas lu tel document, qu'il a bien répondu ou mal répondu à tel quiz. Quand vous êtes en direct, l'étudiant, vous pouvez lui dire attention, là, on vient de vous dire cela, pourquoi n'avez-vous pas opposé tel argument? Pourquoi ne vous êtes pas comporté ainsi? Pourquoi avez-vous fait ceci avant cela, etc. Donc, on va pouvoir évidemment agir beaucoup plus vite. En revanche, c'est aussi beaucoup plus contraignant d'une certaine manière, parce qu'il va falloir rassembler ces gens de manière synchrone. Si on a des étudiants qui se situent un peu partout dans le monde, là encore, problème de décalage horaire et autres difficultés de ce type-là. Et puis, il est vrai que quand on est dans un monde virtuel, il y a une multitude de petits détails techniques, de petits problèmes à gérer. Alors quand on est à discuter à deux, on y arrive assez bien en se mettant au point sur le processus opérationnel dès le départ.